and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, in response to the persistent slow internet connectivity, the Minister of Posts and Telecommunications, Minette Libom Lee Likeng, has convened a strategic meeting with key stakeholders. Well, this aims to forge robust resolutions that promise to enhance the network's performances in the days ahead. While the collaborative dialogue is a proactive step towards addressing the connectivity challenges that have recently affected the nation. This story will be developed in tonight's newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. L'amélioration de la voirie et de l'éclairage public de la ville d'Edea sont entre autres projets inscrits dans le budget 2024 du chef-lieu de la Sanaga maritime. Celui-ci est examiné et adopté avec les encouragements du préfet de ce département qui a, en marge de cette actualité, procédé à l'inauguration de l'Office du tourisme de la Ville Lumière. Reportage. 3,47 milliards de francs CFA, c'est le budget 2024 de la communauté urbaine d'Edea. Ambitieux et réaliste selon l'autorité administrative, il comporte de nombreux projets importants tels que l'amélioration de la voirie ou encore l'éclairage public. Les équipes techniques devront suivre l'évolution de ceux-ci. Il y va du bien-être des populations. Vous savez, le budget, c'est un document comptable qui contient les recettes et les dépenses. Donc l'accent doit être mis sur le mouvement des recettes. Aucune politique ne peut être faite s'il n'y a pas les moyens de cette politique. Donc il faudra mettre l'accent sur le recouvrement des recettes. Nous avons très bon espoir que le travail en synergie avec toutes les intelligences, tout le monde mettra de son génie et que ce budget soit réalisé. Et justement au sujet de l'amélioration du cadre de vie de ces populations, outre la contractualisation de la société de collecte des ordures ménagères, la mairie possède un parc d'engins qui facilitera l'exécution de ces travaux. Actuellement, 2 nivelleuses dans la ville d'Edea, une dans la communauté urbaine et une à Edea Premier. Et nous avons également des pelles chargeuses qui sont en cours de livraison. Donc une qui va être livrée certainement, nous l'espérons, le mois prochain dans la communauté urbaine. Et une qui est budgétisée également à Edea Premier. Ce qui nous fait un parc d'engins qui permet d'accélérer le travail et de permettre que toutes choses étant rassemblées, nous puissions donner une meilleure qualité de vie à nos populations. Ils sont nombreux les points de la Ville Lumière qui connaîtront pendant cet exercice un coup de neuf. L'acquisition d'un équipement de production en pavé nous permet justement de compléter l'arsenal et également, nous l'avons dit, nous avons contractualisé pour le bitumage de la route du commissariat. Et également, nous avons l'objectif d'éclairer avec des lampadaires solaires, essentiellement sur l'axe Grand Carrefour d'Edea 2, Dipita, la vie continue, qui allait pas jusqu'à Malimba. Cet axe a été prioritairement choisi. Peut-être on pourra étendre à d'autres petits axes, mais c'est l'axe central de ce qui va être fait en termes d'éclairage public. En marge de cette session du Conseil, l'Office du tourisme d'Edea a été inauguré. L'Office du tourisme a progressivement une mission l'accueil, l'orientation, la bonne information sur les atouts touristiques de notre département et aussi de travailler de concert avec les autres partenaires qui gravitent autour du tourisme. Je veux penser aux agences de voyage, aux restaurants, aux établissements d'hébergement pour que enfin nous puissions donner un beau visage et que notre culture soit bien connue à l'extérieur. Nous avons très bon espoir que ce qui soit marché, évidemment, avec tout notre accompagnement. La session ordinaire de la mairie de la ville d'Edea et l'inauguration de son office du tourisme viennent de se tenir à Edea. Et depuis le 14 mars dernier, 13 pays africains, dont le Cameroun, connaissent une panne Internet due
à la rupture des câbles sous-marins de fibre optique. Le ministre des Postes et Télécommunications a tenu ce jour à Yaoundé une réunion d'urgence en présence du directeur général de l'Agence des régulations des télécoms et des opérateurs de téléphonie mobile. La rencontre à huis clos, la publication des résultats des résolutions reste encore attendue. Trouver des solutions aux perturbations du réseau, des solutions alternatives à ce type d'incident sont entre autres points débattus ce jour. L'on note tout de même que le taux d'accès à Internet a connu une réduction de près de 50% depuis cette panne. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Nila Delo. Yes, we'll still talk about this internet issue plaguing Cameroon and other African countries. However, we will look at that in line with the importance of the social media. Well, the internet, a global web of connectivity, has become an indispensable part of modern day life, offering unparalleled access to information and also fostering communication. Yet, its importance was underscored by its fragility when Cameroon, along with other African nations, experienced a significant outage due to undersea cable cut, one that also exposes the drawbacks of over-reliance on this digital lifeline. Let's listen to this report by Crystal Asexuale for more details. It is no news that social media use has such a huge influence in the society we live in. Today, social media is used in ways that shape politics, businesses, world cultures, education, careers, innovation, and even more. However, social media has become such an influential part of our lives that for some users it's difficult to do without. Besides, the fact that many people use social media to share their thoughts, ideas, feelings, and even make new friends across the world, this recent advancement in technology has its risky sides, and we must learn how to use it properly, as explains Aurora Bell Bebga, a digital consultant and entrepreneur. So we can see how other people are using social media in a bad way to destroy other people's life. We can see what happened in our society today. So young girls are exposed. Their private intimacy, everything are exposed today. We see this cyber criminality, people who are insult on internet, people who are destroyed, their image are destroyed. All this because many people lack the culture of the rule or the law that has been put in place in Cameroon concerning cyber criminality. They lack the good knowledge of using social media in a responsible way. They lack education on how to use this media. Cyberbullying and cybercriminality on the rise, it is important for social media users to be aware of the laws of cybercriminality, and this can be achieved with the involvement of the government, she says. Parents who have to educate their children on the responsible use of social media, and also they should be informed about the law in Cameroon concerning cyber security and cyber criminality, so that they should know what they should do or not. Also in school, we should have some program where the teacher and educator can teach children about the responsible use of social media and also about cyber criminality. So it should be taught on primary school, in secondary school, and university, even on our market, on our association, in some organizations to sensibilize people, because we are all concerned about this issue. And despite the risky and downsides of this platform, social media has helped people express themselves, connect with others, as well as
get access to high-quality information. Les parents et la société ont un rôle à jouer dans la lutte contre les violences sexuelles. Cela passe par une plus grande écoute des enfants et des victimes d'abus sexuels. Inès Pangang et Dieudonné Niassa. Le mal prend malheureusement de l'ampleur au Cameroun. Plus d'un tiers des femmes en 2016 avouent avoir subi des agressions sexuelles dans leur vie. Des attaques souvent orchestrées par des membres de la même famille. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les abus se font beaucoup plus en famille. Les abus se font beaucoup plus en famille parce que là, il y a une certaine confiance. Alors, nous faisons comprendre aux enfants aux parents, qu'ils doivent faire comprendre à leurs enfants que même si c'est ton grand frère à la maison, il n'a pas le droit d'introduire ses doigts dans tes parties intimes. Le parent, en tant que garant de la sécurité de l'enfant, doit veiller à la protection de son intimité. Cela passe par l'éducation sur la connaissance des organes du corps. Le parent doit apprendre à son enfant depuis le bas âge de nommer les parties de son corps, de savoir que ces parties intimes sont privées et que personne n'a le droit de le toucher. Et également par la confiance qui doit exister dans la relation parent-enfant. Nous encourageons les parents à dire aux enfants qu'il n'y a pas de secret entre toi et quelqu'un que tu ne connais pas, ou bien même que tu connais. Il n'y a pas de secret. Tu n'as pas le droit d'avoir des secrets avec qui que ce soit. Nous appelons ça les secrets liés au corps. Tout secret lié au corps est à bannir. Et le parent également ne doit pas faire des attouchements à l'enfant. Parce que si le parent habitue l'enfant à lui mettre les doigts pour peut-être le nettoyer, ces choses-là, et sans lui faire comprendre que les gens n'ont pas le droit de faire ça, demain, quand quelqu'un fait ça, il ne trouve pas que c'est un problème. Les psychologues recommandent, en cas d'abus sexuel, de briser le silence, une étape qui marque le début de la restauration après le grand traumatisme vécu. Une femme enjambe le pont Sulvouri et se jette dans ses eaux. Une autre arrive juste après et verse du sel dans le fleuve. La scène se déroule ce 18 mars 2024 entre 9h et 10h de la matinée. Selon les populations rencontrées sur le terrain, ceci fait suite à un accident de la circulation sur le pont. L'ambiguïté dans cette histoire, c'est la difficulté à savoir si c'est la femme passagère de la moto ou alors celle au volant du véhicule à l'origine de l'accident qui est dans l'eau. Une perruque est restée sur le pont. La dame ayant versé le sel juste après le saut fatidique dans le Vouri a pris la poudre d'escampette. Je vous propose d'écouter les avis quelque peu divergents des personnes rencontrées sur le pont ce matin. Elles s'expriment au micro de Julie. Le sac de sel qu'une femme là est venue verser. Ouais. Elle a versé quoi? Le sac de sel. Pourquoi? Elle faisait quoi? Ah, on ne sait pas. Et elle est où? Elle est partie. Elle a pris la moto, elle est partie. Donc, personne n'est dans l'eau? La femme qui a cogné, elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau. Mais une deuxième femme qui est revenue après avec un sac de sel versé et partie. Et la voiture qui a cogné, elle est où? La police a amené ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un accident. Une dame roulant à vive allure. Elle a cogné un berskiner. Le berskiner est mort sur le champ. Et maintenant, la dame elle-même, prise de panique, elle a plongé dans l'eau. Elle est introuvable jusqu'à présent. Et la voiture, elle est où? La voiture, la police a pris. Et même la moto du berskiner, la police a pris. C'est une accident. Oui. Actuellement, dès que la dame a cogné le berskiner est mort. Oui. Directement, subitement, comme elle a constaté que le berskiner est mort, elle est sortie de la véhicule, elle venait tomber ici, et entre-temps, dans quelques minutes, on disait qu'il y a une femme qui est venue avec une berskiner aussi, descendue sur la moto, est venue verser le sel, et elle a sorti un peu de tuyau là. Elle a soufflé ici et est partie directement. En partant que les gens constatent que non, la femme, si on devait l'arrêter, elle devait partir comme ça. C'est bon, il semblerait qu'il y a une voiture qui a percuté une moto. Oui. Et le berskiner est mort sur place, selon les dires.
Et la femme maintenant étant troublée, elle se levait, traverser, aller entrer dans l'eau. Elle est tombée étant troublée, étant traumatisée. Bon, elle a traversé, elle a grimpé ici. C'était le passager de la moto, selon les dires. Bon, c'est le passager de la moto. Bon, étant traumatisée, elle s'est levée. Donc, dans le choc, elle fait en sorte de... Qui conduit la voiture là? Oui. Il y a un autre qui conduit la voiture là. Là, qui est entré dans l'eau, c'est le passager de la moto. Donc, c'est une femme qui conduisait la voiture. Oui. Oui, c'est une femme qui conduisait la voiture. Et celle qui est tombée dans l'eau, c'est celle qui était, c'est un passager de la moto. Elle était passager. Celle qui était passager. News out of the country. In Seattle, there was no polling station for Russian citizens to join the worldwide movement known as Noon Against Putin. Well, this is a symbolic protest of the re-election of Russian President Vladimir Putin. Instead, they commemorated opposition leader Alexei Navalny and wrote letters to the growing list of political prisoners in Russia. Our partners at the Voice of America files in this report. In the past month, this makeshift memorial at the Peace Garden near Seattle's Space Needle became a site where many Russian diaspora members came to express their grief for the late opposition leader Alexei Navalny. About 40 opposition activists again gathered here Sunday as the presidential elections weekend unfolded and Vladimir Putin, in power since 1999, claimed a landslide victory in a non-competitive election. I know they just draw these results and that's completely fake. Artyom Tomilin, who left Moscow a year and a half ago, came to the memorial for the 10th time this month with a brand new tattoo of Navalny, who according to Russian authorities died February 16 in an Arctic penal colony. Navalny was 47. He was and is a Russian opposition leader who really inspired me. Activists signed a petition calling on the US Congress to not recognize the Russian results. Mitch Gold says most Russian citizens in the US did not have access to the polls to submit a protest vote. The only locations that people can vote abroad is Houston, Texas, in New York, and the Washington, D.C. embassy. And that's for the multi-thousand population of Russian Americans that are willing and wanting to have a change in Russia for the better, for the democracy, and to end the war and the aggression towards Ukraine. Agata Yanturina says that for her family, the military indoctrination in preschools was the last straw, leading them to leave Russia. But she says she still has hope for change. As sad as Alexei Navalny's death was, it mobilized a lot of Russians to fight against the regime, and I think it will continue and grow. The event culminated with writing letters to the lengthening list of political prisoners. Last year, Mariana Markova was sending letters on a regular basis to 18 political prisoners in Russia. This year, her list has grown to 37. Following the polling station's protest, the number of political prisoners is likely to grow exponentially, says Markova. My friends in Moscow live in constant fear. You cannot say Navalny, you cannot say war, you cannot talk about anything. The recently adopted new laws have allow everything can be a plan for a terrorist act. Russian opposition activists in Seattle are currently petitioning the local authorities to establish a permanent memorial for Alexei Navalny and vow to continue the struggle for the beautiful Russia of the future he envisioned. Natasha Mozgovaya, VOA News, Seattle, Washington. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité en Afrique. Au Sénégal, c'est la dernière semaine de campagne pour les 19 candidats à la présidentielle de dimanche. L'opposant Ousmane Sonko, son candidat Bassirou Diomaye Faye et le porte-étendard du pouvoir, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, sont dans le sud du pays. Au Nigeria, les responsables politiques et la société civile ont appelé à la retenue suite à la mort de 16 militaires dans l'état du Delta. Ils se sont rendus dans 2 villages voisins pour une mission de conciliation entre des communautés se disputant terre et droits de pêche.
En RDC, les combats ont repris samedi après un bref moment d'accalmie entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales dans la cité stratégique de Saké, où 8 casques bleus ont été blessés selon l'ONU. Au Niger, les militaires au pouvoir ont dénoncé samedi avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012, affirmant que la présence américaine est illégale. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Onila Dune. Good night to you, Orion King, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, if God willing.